Bonjour à chacune et à chacun. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui comme doctorante parmi d'autres doctorants et doctorantes. Une des questions posées dans le cadre de ce colloque est comment mieux comprendre et contribuer à des relations mutuellement bénéfiques entre des formes de vie qui, aussi différentes soient-elles, partagent des interdépendances, des vulnérabilités et des vitalités déterminantes. Et c'est vraiment un sujet qui fait écho, je pense, à mon projet de thèse, comment évaluer l'impact de la création de ce que j'ai appelé un écosystème convivial entre les acteurs d'un bâtiment frugal sur l'usage de matériaux locaux, biosourcés, géosourcés et des matériaux donc peu transformés. Déjà, le cadre, c'est l'architecture frugale et ses 4 principes, c'est-à-dire une réduction de l'usage de ce qui est matériel, le sol, l'énergie et les matériaux à forte énergie grise comme le béton, l'acier, l'aluminium et le plastique, et dans le même temps, parallèlement à cette réduction de ce qui est matériel, une augmentation des relations humaines. Donc, et c'est pour ça que notre frugalité, on l'appelle heureuse et créative. L'écosystème, j'ai pris la définition du Larousse, tout simplement, organisation structurée dans laquelle les différents acteurs sont reliés par un maillage fort, leur permettant d'interagir efficacement. Et la partie conviviale, eh bien, elle m'a été inspirée par ce livre, La convivialité d'Ivan Illich, que j'ai lu pendant mes études il y a fort longtemps et qui m'avait fortement impressionnée, que j'ai fait lire ensuite à mes étudiants, et aussi à la fois les travaux de Donella Meadows et d'autres sur l'approche systémique. J'aime bien l'appeler holistique, mais il y a peut-être moins de documents scientifiques autour de cet adjectif, et aussi tout le travail de Peter Senge sur les organisations apprenantes. Donc voilà, vous avez la définition d'écosystème et de convivial. Qu'est-ce que c'est pour moi un écosystème convivial à cette étape de ma thèse? J'espère soutenir en 2027, parce que j'ai eu bien d'autres choses à faire depuis que je l'ai commencé. Il va falloir quand même que je me focus un peu là-dessus. Donc à cette étape de mon projet de thèse, c'est à la fois l'établissement entre les acteurs d'un projet de relations de confiance autour de valeurs partagées, la mise en place de méthodes de conception et aussi de construction alternative, participative, et quelque chose de très important, la prise de risque collective dans le cadre d'expérimentation, c'est-à-dire accepter de prendre des risques et de le faire ensemble en se partageant ce risque. Les dessins que vous voyez là ont été faits par Guylain Baudelet, qui est à la fois architecte, graphiste et membre du groupe Frugalité Hauts-de-France, et parce que la première application de mon protocole, je l'ai faite dans un projet des Hauts-de-France. Cette mise en récit collective et interactive, j'ai choisi de la faire dans 5 bâtiments conçus par des architectes très actifs dans le mouvement de la frugalité dans différentes régions de France. J'ai choisi des bâtiments publics, des bâtiments scolaires, parce que je pense que ça a une forte valeur d'exemplarité. À chaque fois, j'invite 15 à 20 acteurs clés à participer à une journée pendant laquelle ils pourront d'une certaine manière revivre la conception, le chantier et puis l'usage, afin qu'ils déroulent ensemble ce qu'on peut appeler un narratif du projet frugal. Pour cartographier le jeu des acteurs, j'ai défini 5 familles. La maîtrise d'ouvrage, bien sûr, le client et aussi l'AMO, éventuellement le programmiste. La maîtrise d'œuvre, architecte, ingénieur, AMOE, et puis peut y avoir des paysagistes, enfin d'autres acteurs proches des architectes. Les fournisseurs de matériaux et les
constructeurs, les entreprises, les artisans. J'aurais bien sûr pu mettre les fournisseurs de matériaux à part, mais je pensais que c'était bien de les mettre ensemble. Ce que j'appelle les facilitateurs, c'est-à-dire les parcs naturels régionaux, les filières comme FIBOIS, comme le RFCP, les collectivités territoriales qui éventuellement peuvent apporter aussi des subventions, les CAE bien sûr, parce que ils peuvent aider nettement à l'usage de ces matériaux biosourcés et géosourcés. Je pense par exemple ici le PNR du Gâtinais est assez impliqué dans l'usage par exemple du béton de chanvre ou d'autres matériaux. Et puis bien sûr, j'aurais peut-être dû les mettre au début, les usagers et les riverains. La mise en récit que j'appelle collective et interactive a lieu ou aura lieu chaque fois dans le bâtiment concerné et se concrétisera par ce que j'ai appelé la frise du projet frugal et avec à chaque fois la personne clé et l'architecte. Donc j'ai fait une espèce de protocole de mise en récit collective et interactive, de storytelling pour les Anglais, parce que je cherche à la fois les leviers qui facilitent la création d'un écosystème convivial et aussi les obstacles qu'ils peuvent rencontrer, qui peuvent freiner son développement, son essor. Ce protocole, il est en cours d'expérimentation pour analyser a posteriori, sur les 5 projets, le jeu des acteurs. Il est construit en ce que j'ai appelé des actes, 6 actes, qui alternent à la fois des moments de réflexion des acteurs qui sont avec nous, et puis des phases collectives et de plus en plus dynamiques au fur et à mesure de la journée, et aussi de la création de liens entre les participants. L'objectif final de cette mise en récit, de cette frise du projet frugal, c'est de définir un processus qui pourrait permettre, a priori, sur de prochains projets, de faciliter la création d'un écosystème convivial. Donc, pour l'instant, j'analyse sur 5 projets, sur 5 bâtiments, ce qui s'est passé pour pouvoir après en tirer des conclusions pour l'avenir. La première mise en pratique de ce protocole a eu lieu à Gomny, dans une école primaire et maternelle. Et le maire a vraiment joué le jeu. L'invitation a été lancée par la mairie et par le groupe Frugalité des Hauts-de-France. Et le maire voulait que ça donne lieu aussi à la fin de la journée à une visite du bâtiment qui était à l'époque en fin de chantier et aussi de ma part à une présentation des résultats de la journée. Donc on a lancé des invitations et à notre grande surprise, on a eu 80 personnes qui ont répondu à notre appel et qui sont venus. C'était au mois de janvier, il y avait de la neige, et bien ils sont quand même venus pour visiter le bâtiment. Alors c'est un bâtiment qu'on peut vraiment considérer comme frugal, d'abord parce que son architecte Amélie Fontaine est très engagée dans le mouvement de la frugalité et aussi parce que c'est une école qui est construite avec du chêne, du peuplier et du châtaignier locaux. Elle est en paille fournie par des agriculteurs locaux. La paille a été fournie ou devait être fournie, vous allez comprendre pourquoi, par la femme du maire, et aussi en terre crue avec des adobes, avec de la terre du site. Donc les actes de ce protocole. Donc le premier, c'est accueillir les participants pour créer un climat de confiance, tisser des liens avec les participants et entre les participants, parce que les participants, pour certains, ils ne sont pas intervenus au même moment. Donc ils sont intervenus de manière décalée et certains ne se connaissent pas. L'acte 2, appréhender, comprendre le contexte, c'est aussi comprendre qui a été moteur pour le choix des matériaux locaux. Pour certains, c'était le maire, pour d'autres, c'était l'architecte. Ensuite, l'acte 3, découvrir le bâtiment avec ses acteurs. Donc, après s'être rencontrés, avoir discuté, avoir un peu posé les bases, on est allé se promener dans le bâtiment. Et là, on a les différents acteurs, le maire, l'architecte, le charpentier, la maçonne de terre crue, ont expliqué chacun leur partie.
Ensuite, l'acte 4, c'est de dessiner ensemble l'écosystème convivial. Donc là, j'avais préparé des petites cartes, un peu comme un jeu des 5 familles. Donc chacun avait sa petite carte et il l'a posée sur 5 patates que j'avais dessinées. Et alors, si vous avez un tuyau, je suis preneuse parce qu'il y a déjà 1 an et demi que je me demande comment est-ce que je vais pouvoir utiliser scientifiquement ce dessin qui est quand même qui montre déjà l'intérêt des participants pour l'exercice. Après avoir déjeuné de saucisses frites, offerte par la mairie, et comme moi je suis végétarienne, c'était frites. On est retourné dans le bâtiment pour dessiner ensemble la frise du projet Frugal. C'est toujours, moi vous me voyez à gauche, là mon manteau il était rose, mais comme Christian avec Guylain n'avait que du jaune, il est devenu jaune. Et là, c'était vraiment l'idée de repérer ces moments forts du projet en positif comme en négatif. Et voilà, donc, comme j'avais vite mangé mes frites, je suis revenue pour poser les bases de ma frise. Donc, il y avait des dates, bien sûr, j'avais tout préparé en amont. Il y avait des dates, il y avait quelques éléments. Et à droite, c'est ce que c'est devenu ensuite. Donc, j'avais l'architecte qui avait vraiment très très bien documenté le projet m'avait envoyé des centaines de photos dont j'ai trié quelques-unes. Et ensuite, dans un processus collaboratif, les gens les ont posés sur la frise et ils ont fait des commentaires. J'imagine que ce qui vous intéresse, c'est les enseignements tirés de cette mise en récit collective. Vous vous dites sans doute que les obstacles, c'était le budget qui n'était pas assez grand, enfin, oui, pas assez important, que c'était le bureau de contrôle qui emmerdait tout le monde, que c'était... Eh ben, pas du tout. Les leviers étaient essentiellement humains. Le premier, c'était le maire que vous voyez ici, qui, quand il a été élu en 2020, a dit qu'il voulait être la locomotive de son village. Il a dit locomotive parce qu'il travaille dans la logistique de la SNCF. L'autre levier humain, c'est l'architecte qui est vraiment formidable, Amélie Fontaine, et on lui avait confié une étude de faisabilité et elle a organisé un samedi matin un atelier participatif auquel sont venues une trentaine de personnes. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'en une matinée, elle a réussi à obtenir 5 choix décisifs: la position sur le terrain en contrebas, l'isolation en paille, ça c'était apporté par le maire, je crois. Je vous ai dit que sa femme était agricultrice. L'utilisation de la terre crue qui est amenée par Amélie, que ce soit un bâtiment très performant, même si ça entraînait une réduction de la surface et qu'il n'y ait pas de nouveaux parkings. Il y a aussi des leviers matériels. Par exemple, la disponibilité de la ressource localement, et c'était le cas de la terre. Ils s'en sont aperçus qu'ils pouvaient l'utiliser. Il y a l'équipe d'Amaco qui est venue, qui a fait les analyses qui vont bien. Et donc, ils ont décidé de faire des adobes. Ils ont aussi, donc, le levier humain, c'est également la formation. Ils ont fait une formation ProPaille et vous voyez que c'est même arrivé jusque dans la presse avec la Voix du Nord. Vous voyez Amélie à droite. Et le levier matériel, c'est aussi le financement. On a eu la chance que parmi la vingtaine de participants, il y avait Florence Beauvais, la référente ingénierie au département du Nord, qui nous a expliqué que l'école a été considérée comme un projet de territoire structurant pour l'usage du bois local et la toiture photovoltaïque. Et elle a obtenu une subvention de 300 000 €. Obstacle réglementaire, Amélie Fontaine, elle dit que, bon, c'est quand même une zone sismique 3, mais elle dit que le bureau de contrôle BTP Consultant a fait des préconisations cohérentes et a eu une position constructive pour trouver des solutions. Donc, quand l'architecte et toute l'équipe adoptent aussi une posture d'ouverture, c'est sûr que c'est plus facile
pour les bureaux de contrôle et d'autres d'avancer. Ça, c'est le fils d'Amélie qui devait un peu s'ennuyer quelquefois quand sa mère faisait la formation ProPaille. Le levier humain, c'est aussi le chantier participatif pour la fabrication des briques de terre crue. Et le maire dit, la sous-préfète que vous voyez, c'est la deuxième, là, c'est la sous-préfète, elle a fait une brique avec nous. C'est une bonne communication vers les autres élus du territoire et ça a aussi facilité les subventions. Donc là encore, inviter les décideurs à mettre la main aux matériaux. Chantier participatif, eh bien, il y a eu la fabrication des briques de terre crue et les enfants étant au cœur de l'école, tous ont fait au moins une brique. Ils nous voyaient, ça leur donnait envie et ils sont venus. Donc l'intérêt d'intégrer aussi les futurs usagers. Les obstacles, et celui-là, j'y avais vraiment pas pensé, c'est les aléas naturels. Donc, ils devaient récolter la paille et 2-3 jours avant la récolte de la paille, il y a eu une horde de sangliers qui est passée dans le champ de paille, champ de blé de Madame la maire. Pas possible de l'utiliser. Donc il y a eu le réseau qui a marché, il y a eu des agriculteurs qui ont proposé leur paille dans des villages à côté. Ils ont commencé à faire 500 bottes et après avoir fait 500 bottes, ils ont commencé à faire des mesures et là ils se sont rendus compte, enfin je vous dis 500, c'était peut-être que 350, mais en tout cas ils en avaient déjà fait plusieurs centaines et ils sont aperçus que c'était de la paille hybride et qu'elle n'avait pas les qualités pour la construction. Donc il a fallu après qu'ils cherchent encore autre chose. Donc là, c'est l'intérêt d'un réseau et de la reconnaissance du matériau. Et puis, il y a aussi l'obstacle logistique. Et là, il y a 2 phrases qui sont sorties de notre frise du projet Frugal. Une du maire de Gomny qui dit « Mettre les bottes de paille sur les palettes a été un chantier dans le chantier ». Alors, ce n'était pas les palettes pour les amener du champ à l'endroit de stockage, mais l'endroit de stockage, c'était les tables de sa femme qui voulait bien le prêter en été, mais qui, en octobre-novembre, en a eu besoin pour ses animaux. Et donc, il a fallu l'évacuer chez le charpentier. Et Amélie Fontaine a eu cette phrase que je trouve admirable. Si le maître d'ouvrage ne sort pas son tracteur, ça ne marche pas. Et donc là, on commence à voir l'importance de la solidarité. Un autre moteur, on a déjà vu un peu tout à l'heure, là c'est le financement régional départemental. Et Florence Beauvais, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, a dit la 3e subvention a été fortement facilitée par la présence du président du département lors de la pose du premier ballot de paille. Il a été définitivement convaincu, faire visiter et communiquer est un enjeu majeur. Donc là, vous voyez comme ils sont heureux de poser leur premier ballot de paille. Donc toujours impliquer les élus. La communication, moteur important. Il y a eu de nombreuses visites qui ont été organisées à destination de divers types de publics, les enfants des écoles bien sûr, des habitants de Gomny et de la région, et puis Fibois a organisé des visites, le PNR, le CAUE, le groupe de la frugalité. Et pour terminer, je voudrais citer 2 phrases que Xavier Laguergue, qui est ici, m'a envoyé après que je lui ai envoyé mon texte pour la présentation d'aujourd'hui. La dimension conviviale que tu explores dans ton protocole est de nature à transformer profondément certaines pratiques de la discipline architecturale. Cet aspect me semble porter une belle ambition théorique, puisqu'il ne s'agit rien moins que de faire de l'architecture un terrain d'application de l'hypothèse, mettant l'entraide devant la concurrence et la compétition en termes d'efficacité. C'est le sujet de demain matin, je crois. Donc voilà, c'est une manière de te rendre hommage et de préparer ton travail de demain. Merci beaucoup. Thank you very much for having me today. I want to thank Laboratoire Gerpo pour m'avoir. I will be speaking English if that's okay. It's just because I've been, that's the language I've been using for a long time. In the Sharjah desert lies El Madam village, a settlement consumed by encroaching dunes, its doors and windows left open to the desert winds. This spectral site renders visible the pressures of rapid urbanization, resource extraction, and ecological instability. Local stories suggest it was once home to Al-Kitbi tribe, the village built as part of the Al-Shabi housing project in the 1970s, meant to settle nomadic Bedouins in permanent homes. But within just 15 years, the village was abandoned.
its people driven away by tough living conditions, changing times, and according to legends, supernatural forces haunting the dunes. Al-Mardam architectural remains evoke the dystopian landscapes of Abdurrahman Munif's Cities of Salt. This is a Saudi novelist who's very well known in the Middle East, that has challenged mainstream narratives of progress. The novel depicts the transformation of a Bedouin society following the discovery of oil. It captures exile, loss, and the clash between tradition and industrial modernity. The spread of oil infrastructure transforms the desert into a mechanized terrain of petro-modernity, where collective identity dissolves amid global ambition and consumption. Alternative literature in the Arab world has frequently addressed the relationship between desert ecologies and the construction of subjectivity. Ibrahim al-Kawni novel, The Bleeding of Stone, Ibrahim al-Kawni also is a Libyan novelist. The Bleeding of Stone portrays the desert as a living ontology where humans, animals, and landscapes are bound in an interdependent continuum. The desert possesses agency, sustaining a fragile ecological balance that underscores correspondence between body and land. Al-Kawni presents the desert as continuity and cosmic order. He rejects the reduction of the desert to a cartographic object of static landscape or to fix the notion of a shelter. Once Paul Ricoeur described the desert as pre-architectural because it exists beyond the usual processes of flow, resisting conventional notions of habitation or homemaking. This presentation fundamentally re-examines the relationship between architecture and the desert, challenging the persistent notion that arid landscapes are merely empty voids, awaiting construction, or that they incorporate a sort of innate environmental disobedience. Today, I propose an alternative symbiotic hypothesis that the desert is only pre-architectural until we foreground its inherent materiality and agency. The vastness, the shifting sands, the extreme temperatures, these are not absences, but forces. They resist architecture's conventional aspiration towards stability and permanence. Instead, the desert demands a creative practice attuned to spatial flows, material flux, and uncertainty. The production of space here is not about building permanence or filling a void. It is a dynamic negotiation. It is the vital tension between mobility and stasis, between the scarcity of resources and the necessary conditions of presence. To build my case, I will be referring to artistic work, to novelists, and to eventually architecture. In Mauritania, land of the vast Sahara, and a million poets, as they call it, Mubaraka bint al-Murra al-Barra fuses her poem and her being into one. She writes, "The sin is that I wasn't a stone, and the troubles of the world make me sleepless, and I shield myself with poetry, and it keeps me company when I'm far from home. And poetry is my satchel that I will always carry with me. It holds the taste and fragrance of the earth. When habitation eludes," end of quote. When habitation eludes the poet's embrace, she seeks refuge in poetry. In a terrain where her body could not crystallize into stone, she finds her dwelling in language. In that part of the world, as she rhymes, body, language, and landscape morph into an unified, balanced coexistence. She is a transient desert dweller who inhabits the horizon. The desert is a space of flow, an abundant continuum that sustains balance between material transience and subjective rootedness. Across different media, artists and writers engage desert ecologies as spaces of flow, fragility, and transformation, making visible both the productive tensions and the poetic convergences of ecofeminist and eco-art discourse. In Mauve Desert, Nicole Brossard depicts the desert as relational space, where the boundaries amongst subject, object, and landscape dissolve and morph. Brossard's subject experienced the desert discreetly, exposing herself to desert phenomena on a sensory level. Light, noise, and vibration. She inhabits a corporeal continuum with her surroundings.
Talian Hasper is another artist who lives in UAE. Her work raises similar questions through her creative practice that acknowledges impermanence as conditions of ecological coexistence. Her artwork, Flow, that's the title, examines the desert's elemental materiality, sand, as both a geological archive and a medium of transformation. She writes, Flow is, and here there is a quote, Flow is designed to tell time with the intimacy of movement within the interior of the rock. The quality of time cannot solely be measured through the grains, but through its flow. Hasper's columns of sand and ceramics embody processes of flux, entropy, and renewal, echoing her art's ethical engagement with natural systems. All the three artists, or practices, let's say, because some of them are poets, articulate a shared ecological poetics of desert materiality. They foreground sand, stone, objects, and language as carriers of memory, agents of transience, and mediators of relational existence. By moving between material and immaterial registers, whether linguistic or artistic, they present the desert not as emptiness, but as a regenerative site where ecological ethics, human vulnerability, and artistic imagination converge. In his seminal work, The Three Ecologies, Guattari presents the ecological crisis as inseparable from the social and the subjective, arguing that only an ethico-political articulation, namely an ecosophy, integrating the three ecological registers, the environment, the social, and the mental or human subjectivity, can meaningfully address these challenges. Reading Al-Barra, Brossard, and Hasber through the lens of Guattari's work allow us to see the desert not only as an environment, but also as a site where subjectivity and social imaginaries are continuously reconfigured. Their creative processes resonate with Guattari's ecosophical practices of opening up toward new configurations where art and poetry enact a micropolitics of care, resisting fragmentation by weaving together the three ecologies into a dynamic continuum. The desert is a complex ecology. It has long inspired creative processes and critical reflection, celebrated as sublime, real, and ecological equilibrium in which indigenous inhabitants, terrestrial ecosystem, and poetic imaginaries form a complex symbiosis. At the same time, deserts also bear the legacies of exploitation, colonization, and extractive intervention. And in the Anthropocene, they have become speculative terrains for climatic simulation and post-humanist inquiry. The desert can thus be understood as an entropic landscape, a concept articulated by Robert Smithson. For Smithson, entropy is not only a physical law, but also an aesthetic framework that resists the impulse to restore harmony. He emphasized the artist's responsibility to engage with the landscape as a continuously evolving entity shaped by deep geological processes as well as human activity. In this context, a Smithsonian reading of the desert landscape views it as a dynamic site of environmental degradation and renewal, where natural and anthropogenic forces coalesce in complex entropic rhythms that exceed anthropocentric narratives. This conceptual framework resonates with Richard Serra's intervention in the Qatari desert in East-West in his work. The word's title is in East-West, West-East. In this installation, Serra installed 4 monumental steel plates, each over 14 meters in height, across a 1-kilometer span in the Broke Nature Reserve in Qatar. The installation connected to the desert's geological history, creating a visual anchor within an otherwise featureless expanse, while simultaneously acknowledging the natural forces of erosion, weathering, and time. Designed in direct response to the desert topography, the plates engage with vast scale of the landscape, producing a dynamic spatial experience that continuously shifts with light and shadow. On site, the work appears as elementary as it is enigmatic, like a monumental monolith standing in a landscape marked by absence, evoking a void of human presence and an elusive subjectivity.
Mike Heiser provides another example through his recent work, City, a land art sculpture in a desert valley in the US state of Nevada. More than a mile long, it is the largest contemporary artwork ever built. During 50 years in the making, the artist himself engaged as a geological agent, digging up, mobilizing, and radically transforming the Earth's surface morphology. The work is intended to be perceived and experienced corporeally, slowly, at eye level, where the sight swallows you up, as Heiser confirms. We're meant to suffer its distance, its depressions and swells, and hear the crunch of gravel, to give yourself over to the piece, which itself takes on a sculptural presence. End of quote. City builds on Heiser's previous work, Double Negative, and his notion of entropy, privation, assertion, and chasm. What is unique here is the agency of the artist as a perceiving force, comprehending and interacting with the environment. An ecosophical act, again, of openness towards the desert, towards the landscape of the desert, creating opportunities for environmental transformation. So, having created this foundation, I want to kind of talk more about architecture now. And this kind of goes back to the approach of how we make habitation through architecture in an ecology of the desert. And I will kind of, this is a question, obviously it's a hypothesis, and I will be kind of outlining three kind of approaches, if you want, that somehow you might be able to link it to Keynote's talk today of this morning. And you can decide whether it's an abuse or it's not. This is actually the digging of one of the massive mega projects in Saudi Arabia, the Line. So I want to talk first about these kind of big mega projects, these kind of attempts to control and to kind of create a utopian alternative through the desert. And it goes back to this kind of approach of exploitation, this kind of direction in building. So with such temperature extremes and vast arable, okay, so one of them also, I'm gonna just talk over it. This is also another mega project, and it talks also about how these circles are actually massive farms that have been created in the different areas of the Gulf, basically to create farming to produce local agriculture. And some of these are actually requiring, obviously with the scarcity of water, require digging almost a kilometer within the land, which means that eventually we might be kind of running out of water within decades. So again, it is kind of providing a short-term, maybe survival kind of answer, but at the same time we can question kind of the long-term possibilities. Another iconic mega project, which you might have heard of, is the Line by NEOM. Its most distinctive feature, as it was kind of announced, or objective is to create a well-being, and remarkably well-being and for a city that provides good lifestyle, good well-being, and sustainable approach to the community. The line measures just about 200 meters in width, extends for 170 kilometers in length, and rises 500 meters above sea level. It will be powered entirely by renewable energy. The work is still undergoing. According to the official project description, the line is designed to eventually accommodate 9 million people, within a total footprint of only 34 square kilometers. The intention, the project aspires to initiate civilization shift and, provide a new human experience. But at the heart of this emerging desert typology lies an architectural fixation on control and create artificial environments. It manifests a deep human anxiety about climatic instability, producing architecture defined by ceiling, control, and exclusion. The mirrored envelope acts as camouflage, yet becomes the main site of technical and financial investment, a device that effectively privatizes the air.
We don't even go into the details of how it's going to be built, the labor that is going to be required, the materials, how it's going. So the project's essence resides in its infrastructural core for climatic remediation, while walls and geometry serve only to delimit. This creates a sharp boundary between the regulated interior and the unstable exterior, ultimately pursuing a perpetual spring weather, an autonomous climatic condition that suspends natural rhythms. These kind of megastructures assert a radical form of technological mastery, transforming shelter into an instrument of total environmental control. Since the 1960s and 70s, creative expression of the desert, driven by environmental concern and human comfort, have profoundly shaped artistic and architectural discourse. Even artistic productions outside desert environments have drawn on the desert as a speculative site and for imagination. Yves Klein's work, titled Underground Area for a Climatic Controlled City in the 1959, articulates a phantasmic vision of desert as a testing ground for emerging ecological challenge. In fact, the architectural discourse concerning human comfort, architecture in habitation, and building envelope has undergone a significant evolution, moving from an emphasis on static climatic control towards a view of dynamic environmental exchange. Rainer Banham, in his seminal work in 1969, Architecture and the Well-Tempered Environment, laid a crucial foundation by highlighting visions of sensuous and climatic architecture, where design shifts focus from formal expression to the functional modification of effects on climate. This prioritization of interior, as later criticized by Michel Addington, led to the architecture envelope becoming a rigid separator that enforces a clear disconnection and discontinuity between interior and exterior spaces in what she terms the architecture of contingency. In direct response to this perceived rigidity and resulting boundary, Addington proposes the counter-hypothesis of the unbound boundary, an architecture defined by contingent process-based boundary that function as thermodynamic zones of exchange. Here, the envelope is no longer a fixed surface, but a transitional volume where processes like radiation, convection, and diffusion actively mediate continuous shifts in temperature, pressure, and density over time. The question is, how can we think of an architecture that moves from the static discontinuity towards porous interdependence, where architecture operates less as an autonomous vessel of control and more as a responsive interface within wider ecological systems? How might such reciprocity manifest within the arid ecologies of the desert, where scarcity, adaptation, and resilience are defining spatial conditions? This line of thinking reframes architectural practice as a network for reciprocal exchanges, emphasizing adaptive relations and systemic responsiveness over separation and mastery, while extending notions of ecosophy, interdependence, and continuity into the very fabric of the built environment. I'm going to go really fast on this. I mean, that was the first approach of kind of climatic remediation. There's an existing approach that we've inherited, which kind of talks more about architectural kind of ecological approach, environmental responsiveness, which we've seen in the olden times. In the Middle East, Hassan Fathi in the Egyptian desert has done the Ghunna village, and he has wrote many books that kind of look at traditional forms of construction using of local resources. We might even kind of look at examples from Paolo Soleri in the American deserts, you know, that kind of, and his kind of concept of arcology. So it's kind of, there are kind of also ways where we can look at architecture as kind of this, trying to establish this environmental sensitivity and responsiveness, and trying to be as sustainable, as relational as possible. But I want to bring two examples today, and I'll go very brief. But two of them are in Sharjah Desert as well, in the UAE. And the first one is Al Bi'a headquarter by Zaha Hadid. And I think this is a good example that kind of looks at how we can start to think about symbiosis and synergy. And it brings back the question of seuil and threshold. I mean, I was thinking a lot about this kind of starting to think about architecture not as an intrusive, abusive approach.
So the building's sinuous dunes-inspired forms undulate in gentle waves that evoke the shifting sands, articulating a porous architecture that facilitates natural wind flow while minimizing disturbance to the fragile desert ground. Rather than asserting dominance over the environment, the building bends and yields to natural forces, embodying a scheme grounded in ecological reciprocity and a symbiotic coexistence between materiality and site. Its morphing surface and fluid geometry seems to lift lightly from the earth, embodying a technical and poetic lightness that acknowledges the desert's dynamic materiality. The spatial experience is both physically and perceptually rich, multi-perspectival, participatory, and immersive. It hosts people, animal, and indigenous vegetation in harmonious interaction. The project realizes the potential of architectural form as an ecological actor and mediator in an ongoing codependency of systems and ecosystems. And the desert in this context is not merely a passive terrain, but an active locus where human projects and habitation intensely negotiate environment, social, and semiotic ruptures. And this is the second case. I think I'm running really out of time, but you can have a look at it. El Buhais Geology Park, it recently won an award also by the RIBA. And actually, the idea is that we, hopefully that we can move beyond kind of this notion of abuse. And I think today's keynote in the morning was really kind of hinting into that and just kind of trying to illustrate through architectural examples and art and novels, how we can think about living in conditions of in-between the individual and the collective, permanence and emergence, and where everything is intertwined, recognizing the interdependencies of beings, materials, and places, affirm the desert as an active archive of temporal relations. Thank you very much. Thank you. I'm sorry, it took a little bit longer. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de participer à ces colloques autour de l'hypothèse symbiotique qui nous invite à repenser les relations entre les milieux, les matières, les êtres et les temps. C'est dans ce cadre que je voudrais partager une réflexion issue de ma recherche doctorale à partir d'une expérience située à Olot, une ville d'Espagne, en Catalogne. C'est la transformation d'une promenade du centre historique en jardin public. Le titre de cette présentation, Construire en reprise, vient d'un glissement entre deux langues, l'espagnol, donc ma langue natale, et le français. En espagnol, il n'existe pas vraiment d'équivalent précis. On pourrait dire retomar, reconstruire, mais ces mots évoquent surtout la répétition et pas la transformation. Donc je me suis permis de cette réflexion autour de construire en reprise parce que ces mots me semblaient plus justes et plus ouverts. Elle évoque à la fois un geste, un rythme, un souffle, un retour. On peut parler d'une reprise de couture, une reprise musicale, et dans tous les cas, il y a quelque chose qui continue autrement, reprendre sans recommencer à zéro. On dit souvent aussi faire avec les déjà là, c'est quelque chose qui m'intéresse et sur laquelle je m'appuie. C'est pour dessiner une attitude attentive vers ce qui existe, mais là où les déjà là décrit un présent actif, agir avec ce qui est là. En reprise, introduire une épaisseur temporelle. C'est revenir sur, reprendre après, retisser avec quelque chose. C'est une manière de construire, non pas en commençant, mais en continuant, en transformant ce qui est déjà là. Le projet de l'autre, que je ramène aujourd'hui, il est confié à un palais de l'Arquitectas, que c'est une agence qu'on pourra entendre demain en conférence, et de laquelle ça me fait plaisir. C'est une agence locale très ancrée dans les territoires. Et la commande est une commande municipale, modeste, mais à mon sens révélatrice. C'était transformé en espace ordinaire, un lieu de rencontre.
Sur les pavages de la promenade se trouvent les vestiges d'une ancienne muraille, invisible aujourd'hui, mais présente dans la mémoire et la toponymie du lieu. De fait, elle s'appelle la promenade de la muraille. La commande était donc double, transformer physiquement l'espace et en même temps retisser les liens entre les habitants d'un quartier fragmenté par cette muraille. J'ai commencé à suivre ces chantiers dans le cadre de ma thèse doctorale, d'abord comme observatrice, mais puis peu à peu en dialogue avec les architectes, les ouvriers, les voisins. Ce regard s'est transformé en une forme de participation, on peut dire discrète, mais au pied du chantier et active pendant tous les suivis. Et ces va-et-vient entre l'observation et l'action a fini par influencer le projet lui-même et les processus. Et c'est des choses que j'ai pu parler après avec les architectes et toute l'équipe de rédaction. C'est dans cette réciprocité et que j'ai compris aussi ce que signifie pour moi construire en reprise. Non pas d'écrire un processus, mais en faire partie à travers un mouvement de retour et d'écoute. Sur le plan théorique de ma recherche, parmi d'autres, mais je me suis appuyée sur les textes de Cyril Simonet. C'est un article qui s'appelle Dessin chantier, où il décrit l'architecture comme le résultat d'une double genèse, celle du dessin et celle du chantier. Mais plutôt que de le penser comme deux moments d'instant, je m'intéresse à ce qui se joue entre les deux, à cet intervalle où les projets, les dessins, la conception et chantier se confondent, se corrigent, se contaminent. C'est dans cet espace mouvement fait d'ajustements, des reprises, des imprévus que j'ai cherché à situer mon regard. Ensuite, pour expliquer ces processus, je les présenterai à travers des 5 foyers d'observation, la mémoire, la matière, les gestes, les relations et le vide. Ils seront accompagnés des cartes, des dessins que j'ai élaborés pendant le suivi du chantier et pendant la recherche, et qui est fait des dessins, mais aussi des photographies, des collages, des textes, des notes. Et ce que je cherche à montrer, c'est l'architecture qui se fabrique derrière ces couches que j'ai choisies, moi, et dans les reprises et les échanges qui transforment les projets au fil du temps. Donc, pour commencer par la mémoire, sur la promenade qu'on va parler, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est bordée des anciens immeubles de logements et sous les pavages, il se cache une ancienne muraille. Autrefois limite de la ville, elle devient aujourd'hui, avec ses projets, une lisière vivante, capable de relier deux parties de la ville. Le chantier a commencé avec un travail de mémoire collective. Des ateliers ouverts ont réuni les habitants et les architectes pour évoquer leurs souvenirs et le relier au projet et au lieu. On les invitait à choisir un objet qui, du coup, qui les faisait appel à cet endroit. Et on l'a ensuite exposé dans les vitrines d'une ancienne boucherie vide qui donne façade au chantier. Et du coup, en quelque manière, le chantier, il a commencé à épaissir ses limites physiques, mais aussi ses limites relationnelles. Ensuite, par la matière, tous les projets s'est construit à partir de ce qui était déjà là, au tout près. Les matériaux venaient du lieu même ou ses alentours. L'entrepôt de la brigade municipale, des réserves, des restes des anciens projets qu'ils ont travaillé. Et rien n'a été importé. Il s'agissait de transformer plutôt que de produire. Donc, un truc qui est important, c'est que le chantier est devenu la carrière du projet.
les grandes dalles de béton, les pavés oubliés, les bordures récupérées ont été tracées, sciées, déplacées, ajustées, empilées. À chaque étape, les dessins dépendaient de ce que la matière permettait. Et donc, parfois, c'était les grandes dalles qu'on a coupées en 80 par 80, mais du coup, c'était pas forcément toujours la bonne mesure et on a dû réajuster les détails à chaque nouvelle pose. Donc, il a fallu penser les détails à partir de ces imperfections, les accepter aussi comme une forme de justesse, une patine humaine du chantier. Les dessins, donc loin d'anticiper les résultats, c'est redessiner à mesure que la matière réagissait. Ce travail révèle aussi une question d'astuce, on dirait. C'est un savoir où les décalages sont possibles ou ils ne sont pas possibles. Ces marges d'erreur propres à chaque projet deviennent un espace de liberté. C'est celui où les dessins s'adaptent à la matière. Ensuite, par les gestes, entre la matière et les relations, il y a les gestes de la construction. Les gestes, c'est aussi les moments où les faire relient ce qu'ils font et ce qu'ils font. L'épisode le plus marquant, ça a été celui-là des tesselles de laiton. En fait, on avait invité les objets qu'ils ont choisi les habitants. On a invité un artiste local qui a reproduit ces objets en dessin. Et les dessins, après, ils ont été coupés en pièces métalliques. Après plusieurs rencontres, un dernier atelier a eu lieu sous les chantiers même. On a invité les maçons, tous les habitants. Et sur une grande table, on a posé les petites pièces de laiton. Ils se sont passés, les habitants, l'un à l'autre. Ils se sont reconnus dans son objet. Ils ont aussi reconnu les objets des autres, des voisins. Et en même temps, il y avait un voisin qui jouait un harpe dans un scénario improvisé que vous allez voir sous les photos. Et du coup, ces jours-là, on peut dire que les détails techniques, les gestes techniques est devenu un geste des relations, une chorégraphie partagée. J'ai pas dit, mais les framants, les tesselles de laiton, ils ont ensuite devenu les pavages d'une promenade. Donc ici, vous voyez les photos des différentes étapes. Du coup, après, par les relations, normalement, on dessine les chantiers ou la limite du chantier avec une ligne pointillée sur un plan qu'on appelle la limite d'intervention. Mais ici, ces frontières, c'est peu à peu effacées. Les chantiers est devenu une constellation de relations, un champ élargi où les projets se transforment en faisant. Comme je disais tout à l'heure, l'ancienne boucherie qui est vide depuis des années et nous a servi pour exposer les dessins, les objets. Les théâtres voisins nous ont accueillis dans plusieurs des rencontres, même des associations, ils nous ont aidés pour toute la suite du chantier. Et aussi, le propre chantier est devenu un lieu d'échange imprévu et qui intégrait le processus. Donc, à la fin, le projet, on peut dire que ce n'est pas défini par sa forme, mais plutôt par la circulation d'énergie qui l'a rendu possible. On peut parler d'une véritable écologie du faire, faite des gestes, des savoirs, des présences partagées. Finalement, je voulais parler vide. Je ne m'adresse pas à un truc négatif, sinon tout au contraire. Je pense que tout processus est ceci fait de pauses. Comme la musique elle est composée des notes et des silences, à Oulotte, les silences ont été aussi importants. De fait, maintenant, le chantier n'est pas encore fini parce que c'est un jardin, mais que la végétation n'est pas encore été
plantée parce qu'elle devait attendre le temps. Du coup, presque la fin du chantier a coïncidé avec les fêtes locales. Et du coup, au lieu de fermer l'espace, on a choisi de l'ouvrir pendant quelques jours. Les concerts de la ville ont été lieux sur les jardins nus et sans végétation. Et du coup, on a décidé de peindre des arbres, des lumières, des projecteurs des chantiers qui clignotaient au rythme de la musique. Et on voulait montrer un signe de que le processus était en pause, mais il restait encore vivant. Donc les vides n'étaient plus en manque, mais une scène provisoire, un temps d'accueil. Ces vides, ces pauses, ces silences du processus sont devenus des interstices où la ville et les chantiers se rejoignent. L'architecture, du coup, nous a montré qu'elle ne se fige pas vraiment, sinon qu'elle continue dans le temps, dans l'usage, dans la fête. Et finalement, je voulais conclure par une réflexion dans la pratique de l'architecture en France et en Espagne différemment, mais un peu de la même manière ou la même logique. Les procédures et les modes d'exécution ont peu à peu séparé ces deux moments dans lesquels on parle, concevoir d'un côté et construire d'un autre. Et même les architectes, on cherche souvent à dessiner très bien ou à très bien définir les dessins d'architecture pour après arriver au chantier et essayer de les faire le plus semblants possible au dessin. Mais on sait très bien que sur le terrain, cette séparation n'hésite pas vraiment. Les projets continuent à évoluer, les plans se corrigent, la matière réagit, les gestes deviennent et changent. Et à la suite de Cyril Simonet, il parle d'une double genèse, celle du projet et celle du chantier, qui se rencontrent dans la matérialisation de l'œuvre. Et ce que je retiens, c'est cette idée d'un lien opératoire. L'architecture naît de la tension entre les dessins et les faire, entre la représentation et l'acte de construire. Ce que j'essaie de montrer ici, c'est que cette rencontre ne se limite pas à l'œuvre terminée, achevée. Elle se joue tout au long du processus, dans la reprise, dans les ajustements, les retours en arrière qui font partie du travail de construire. Ces reprises ne sont pas des corrections négatives, mais des moments de réouverture et des occasions où les projets et les chantiers se reprennent mutuellement, se laissent transformer l'un par l'autre. Et peut-être que c'est là, dans cette capacité à reprendre, à partager et à se transformer en cours de route, que se joue aujourd'hui la possibilité d'une architecture symbiotique, une architecture capable de se reprendre selon le monde autant qu'elle le façonne. Et c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté ma proposition. En fait, cette hypothèse symbiotique, c'est une hyper belle occasion de réflexion. Moi, j'ai pris ce prétexte pour réfléchir. Bon, le titre est un peu provocant, mais c'était pour un peu en revenir à une définition de la symbiose que moi j'ai trouvée quand j'ai vu ce mot de symbiose. Il m'a fait penser à Lynn Margulis, et donc j'ai pu aller relire Lynn Margulis et le lier à mon projet de thèse, qui est un peu à côté de ça. Mais enfin, je vais vous en parler juste très brièvement. Moi, je suis inscrite en thèse aujourd'hui au GERFO. J'ai la chance de faire partie de ce laboratoire, et aussi chez Sacha, qui est un laboratoire plus ancré dans la sociologie à Bruxelles. Et je vais vous en dire deux mots et je passerai à autre chose. Mais moi, ce travail de thèse, il s'engage dans le quotidien d'une pratique d'architecte, et il vient aussi de constats, d'heures passées sur chantier et d'observations de bricolage. Je vous en dirai plus après. Et moi, j'y interroge ce que nos environnements construits ont d'incertain, en prenant pour prétexte de réflexion et pour objet l'air de nos intérieurs et tous les dispositifs qu'on met en place pour les contrôler.
je vais laisser ça un peu de côté et je vais vraiment passer un peu de temps sur Lynn Margulis. Et Lynn Margulis, moi, la première fois que j'en entends parler, c'est dans Vivre avec le trouble de Donna Haraway, dans lequel elle montre ce tableau dont elle parle. Et ce tableau, il a été peint par Shoshana Dubeiner, qui est une peintre et qui l'a peint en hommage à Lynn Margulis et à tous ses travaux. Et à travers ce tableau, elle essaye de faire ressortir la vitalité des bestioles dont parle Lynn Margulis pour raconter les origines possibles de la vie sur Terre. Et donc, elle donne à voir l'infiniment petit dont Lynn Margulis nous parle. Elle en parle notamment, Lynn Margulis, dans un ouvrage qui s'appelle Microcosmos, dans lequel elle retrace les découvertes faites en microbiologie qui racontent une hypothèse, mais qui n'est même pas une hypothèse, mais en tout cas, elle croise de nombreuses recherches qui racontent l'origine de la vie sur Terre. Et elle donne de nombreux... qui permet d'entrevoir et par symbiose, elle raconte que par symbiose, des micro-organismes fusionnent, s'entremêlent et transforment peu à peu les milieux terrestres. Elle donne plusieurs exemples de ces micro-relations symbiotiques, et elle cite notamment les mitochondries, de minuscules entités présentes dans les cellules nucléées qui permettent l'absorption et l'utilisation de l'oxygène. En d'autres termes, ces micro-organismes permettent la vie des cellules. Cette respiration de l'oxygène est ainsi un héritage vieux de 3 milliards d'années. Là réside l'une des premières alliances symbiotiques, au sein de laquelle des corps similaires aux nôtres prirent place dans un milieu transformé par une activité bactérienne intense. Je vais citer un petit extrait de son ouvrage, parce qu'il raconte très bien un peu ce dont il est question entre symbiose, en tout cas entre relations symbiotiques et respiration, ce qui m'intéresse moi dans le cadre de cette thèse. Alors Lynn Margulis dit: les tâches accomplies par les équipes de bactéries réalisent un véritable remodelage de la planète entière. Elles empêchent toute la matière qui a été vivante de devenir de la poussière. Elles nous transforment en nourriture et en énergie pour les autres. Elles maintiennent le cycle des éléments organiques et inorganiques de la biosphère. Elles purifient les eaux de la Terre et fertilisent le sol. Elles perpétuent l'anomalie chimique que constitue l'atmosphère terrestre en renouvelant constamment les réserves de gaz réactifs. Donc là, il y a un équilibre un peu précaire et un peu incroyable qui se crée et qui permet la vie. Et donc notre relation à l'oxygène, c'est-à-dire notre respiration, s'entremêle ainsi à une histoire vieille de plusieurs milliards d'années. Et y penser est assez vertigineux et peut nous interroger en tant qu'architectes. Comment, en architecture, prenons-nous soin de cet héritage, de ces symbioses qui font de nos corps et de nos milieux construits des lieux d'une intense activité microbiologique, des lieux d'alliance symbiotique autour de l'oxygène. Donc c'est vraiment du coup cette hypothèse qui a été prétexte à une réflexion pour moi, adossée à d'autres constats que je fais dans le cadre de ma thèse. Et alors, ces bactéries, elles nous ont pas toujours réjouis et elles ne nous réjouissent toujours pas vraiment aujourd'hui. Il y a eu, à travers le siècle qui nous a précédé, de nombreux travaux pour les contrôler, pour contrôler l'air, pour essayer de maîtriser tout cet environnement un peu d'une extrême vitalité. Mais si on a longtemps essayé de le contrôler, quelques voix aujourd'hui troublent un peu ces réflexions, essayent de faire quelques propositions contagieuses et en appellent à d'autres formes de cohabitation. Je vais parcourir très rapidement et dresser un peu, à travers quelques exemples, le contexte et l'héritage, celui du XXe siècle, celui dont on hérite, pour prendre un peu de temps à donner en tout cas prendre un peu de temps pour évoquer ces alternatives ou ces pensées un peu autres. Donc cet héritage du XXe siècle, il est désormais discuté. En témoigne un article notamment de Béatrice Colomina et Mark Wigley, qui sont tous deux architectes, théoriciens, et qui, dans un article, retracent The Bacterial Clients of Modern Architecture. Ils y montrent quelques dessins, notamment là on voit un dessin de Buckminster Fuller, et ils racontent que, marqué par les épidémies, parmi laquelle la tuberculose, la société du XXe siècle a fait des micro-organismes ses pires ennemis. Nombreux sont les écrits de médecine de l'époque à désigner l'architecture et les environnements construits comme responsables du développement de ces maladies, qui ont été fatales à bon nombre. Ils nous racontent qu'on reproche alors au sol, aux murs, aux meubles, aux tapis, de fournir de multiples angles, recoins, creux, crevasses, dans lesquels les résidus de nos corps, les poussières, les bactéries, peuvent se loger, composter, fermenter et faire de nos intérieurs des milieux putrides propices au développement des pires maux. Peu à peu, une architecture dite hygiéniste se dote de matériaux blancs, lisses, purs, facilement nettoyables.
Les intérieurs doivent pouvoir être dépoussiérés, nettoyés, désinfectés, purifiés. Et il y a de nombreux exemples qui illustrent l'attrait et un peu l'enthousiasme des architectes à l'époque pour cette tentation hygiéniste. Et je vais en revenir à un extrait d'une conférence donnée par Le Corbusier en 1929, dans lequel il s'enthousiasme pour ces nouvelles technologies qui vont nous permettre de contrôler, au-delà des matériaux, mais de contrôler aussi les environnements que nous habitons. Alors je le lis. « J'installe une usine à air exact. C'est une petite entreprise, quelques petits locaux. Je fabrique de l'air à 18 degrés, d'une humidification conforme aux besoins de la saison. Par un ventilateur, je souffle cet air, dans des gaines judicieusement disposées. Des moyens de détente de cet air ont été créés, annulant tout courant d'air. L'air émane. Ce régime à 18 degrés de température sera notre système artériel. J'ai disposé un système veineux. J'absorbe au moyen d'un second ventilateur la même quantité d'air. Un circuit s'établit. L'air respiré et rejeté revient à l'usine à air exact. Là, il passe par un ozonificateur qui le régénère. Il vient en batterie qui le refroidit s'il est trop chauffé dans les poumons des habitants. Je ne chauffe plus mes maisons, ni même l'air, mais un flot abondant d'air pur à 18 degrés circule régulièrement à raison de 80 litres par minute et par personne. La maison est hermétique, nulle poussière désormais n'y pénètre, ni mouche ni moustique, pas de bruit. » Encore que sur le bruit, on pourrait y revenir. Mais, donc ça, c'est vraiment des mots que Le Corbusier prononce en 1929. Il n'est pas le seul, mais c'est juste que ces phrases, elles sont particulièrement illustrantes, enfin, elles éclairent vraiment ce dont il était en jeu. Et donc, c'est donc un air pur qui est recherché, niant la vitalité de cette matière. Un consensus médical considérait alors l'air conditionné comme étant plus sain que l'air provenant de l'extérieur. Il n'est pas le seul à le dire, et une historienne des sciences, et elle n'est pas la seule non plus, mais qui est particulièrement éclairante sur le sujet, Michelle Murphy, revient sur cette invention et sur cette époque où la machine a été considérée comme beaucoup plus efficace et plus saine qu'une fenêtre ouverte. Et elle raconte que la ventilation a gagné des parts de marché en expliquant combien la machine pouvait être plus fiable, ce que je viens de dire, pardon. Elle précise qu'aux États-Unis, dans le contexte d'après-guerre, le développement machinique est porté par des recherches menées par l'armée. Alors que les spéculations sur de possibles navigations spatiales vont bon train, le ministère de la Défense des États-Unis devient le principal financeur de corporations d'ingénieurs qui travaillent sur des conditionnements permettant de garantir la vie dans les milieux hostiles. On est à l'époque en pleine guerre froide, elle parle du contexte de post-guerre nucléaire, de post-seconde guerre mondiale, et donc avec un risque nucléaire important. Des recherches qui s'étendent peu à peu à la société civile et aux constructions ordinaires. Dans les années 50, les bâtiments de bureaux deviennent des boîtes étanches. On voit dans la photo, une des photos qu'elle montre dans son ouvrage, c'est principalement à ces bureaux qu'elle s'intéresse. Les fenêtres ne s'ouvrent plus, les faux plafonds ornent et dissimulent l'ensemble des équipements techniques derrière des faux plafonds. Ces transformations s'accompagnent de métamorphoses matérielles. Au-delà de ces faux plafonds, on a aussi des moquettes qui arrivent, on a des imprimantes, on a des mobiliers qui sont faits avec des nouveaux matériaux qu'on n'avait jamais connus. Tout ça enfermés dans des open space où des secrétaires doivent travailler les unes à côté des autres avec des déodorants, etc. C'est tout ce qu'elle raconte, Michelle Murphy. Je vais pas poursuivre, mais en tout cas, ces dispositifs ne vont pas, et ces manières de construire ne sont pas que bénéfiques pour la santé de ses occupants. Ici, d'autres relations symbiotiques surviennent entre les multiples composants chimiques des objets et la biologie humaine bientôt colonisée par ces substances. Parallèlement au développement de ces technologies de contrôle de l'environnement, les projets militaires de conquête spatiale se poursuivent. En témoigne le projet Biosphère 2, un environnement artificiel, hermétique, construit dans le désert en Arizona en 1991, et dans lequel 8 personnes devaient vivre 2 années, isolées du reste du monde. C'est en 1991, c'est pas si vieux que ça, et ça a vraiment eu lieu. En termes architecturaux, c'est une réussite. Conformément aux objectifs d'isolement, le site est totalement étanche. Aucun passage d'air n'a lieu entre l'intérieur et l'extérieur de la base. Mais un phénomène imprévu est décelé. Au fil des mois, l'oxygène disparaît peu à peu. Au bout de 16 mois, il y a vraiment une grande partie de l'oxygène qui a disparu, et donc ça devient inquiétant pour les personnes dedans. Le projet s'arrête. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un déséquilibre imprévu entre la respiration et la photosynthèse, principalement causé par une activité bactérienne intense dans les sols amenés sur place pour la culture, alors que parallèlement, et de façon inattendue, le béton des structures a capturé du carbone, faisant baisser le taux de CO2 et limitant donc la photosynthèse.
Bon, en gros, on a oublié ici la spécificité des milieux. Il y a eu une tentative de contrôle total qui a été mise en place. Et peut-être qu'on a sous-estimé là la puissance symbiotique du vivant. Et si ce projet nous intéresse, parce que c'est un projet militaire, enfin, pas vraiment militaire, mais vraiment scientifique, c'est parce que ce genre de projets sont vraiment à la base des milieux dans lesquels nous vivons tous, qui ont vraiment, se sont étendus à nos bâtiments civils et à nos architectures du quotidien. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il y a quelques voix qui proposent des alternatives, ou en tout cas qui alertent sur la nécessité de penser les choses autrement. J'en reviens à Béatrice Colomina et Marc Wigley, qui sont deux théoriciens de l'architecture, et qui se sont associés en 2024 à d'autres chercheurs de multiples disciplines, à la fois scientifiques et des sciences humaines et sociales, pour pousser un cri d'alerte en expliquant combien il était temps que l'architecture prenne acte, ou en tout cas pense les milieux construits en relation avec d'autres disciplines, et notamment avec les nouvelles découvertes faites autour des bactéries et d'une pensée des microbiotes. Voilà, ils expliquent que ces connaissances rendent compte de la manière dont la vie infime qui habite nos intérieurs importe, modèle nos corps, notre psychisme, notre santé. Ils rappellent que 3 milliards d'années de la vie microbienne précèdent l'apparition de nos organismes et des environnements bâtis que nous édifions. Donc ça, c'est aussi ce que racontait Lynn Margulis. Il raconte qu'il a ensuite fallu, et ça ne s'est pas fait tout de suite, plusieurs siècles avant que les corps humains ne s'abritent dans des environnements bâtis, désormais conçus pour être de plus en plus étanches. Un paradigme qui ne va pas forcément de pair avec une meilleure santé des organismes, qui ne fait pas d'eux des environnements intérieurs désirables. Au contraire, ces découvertes récentes devraient nourrir ou élargir la manière d'appréhender l'étanchéité des constructions, ainsi que les tentations de contrôle des environnements intérieurs. Ces pensées se font de plus en plus nombreuses, et d'autres voix se font entendre en architecture. Ouais, et il raconte qu'il commence à parler de la matière d'une toute autre manière, et notamment de la manière dont nos corps prennent part à une matérialité abîmée du monde. Et je vais finir sur l'une de ces penseuses, architectes, philosophes, qui est Hélène Frichaud, une architecte australienne, qui a publié un ouvrage en 2019 qui s'appelle Dirty Theory, dans lequel elle construit une pensée d'une grande plasticité, embarquant l'architecture dans un brassage transdisciplinaire où théorie et pratique, pensée et matière tissent des liens en perpétuel mouvement. Loin des injonctions à la pureté, son texte fait preuve d'une prise avec le réel, loin de tout idéalisme, et nous invite à faire face à la complexité des mondes abîmés, c'est-à-dire des mondes poussiéreux, sales, souillés. La matérialité trouble y acquiert une surprenante vitalité. Je vais citer un petit passage de ce texte de Hélène Frichaud qui est petit mais extrêmement foisonnant et donc très difficile à résumer, ou dont il est finalement assez difficile de parler mais qui est vraiment très intéressant. J'ai laissé le... Ouais, on voit bien ici, super. J'ai laissé la version originale en anglais, donc il y a la traduction. Elle dit, bon, désolé de remettre l'anthropocène qui n'a rien à faire là et qu'on a un peu marre de voir, mais bon, il était dans sa phrase. L'ère géologique dite de l'anthropocène, à laquelle il est souvent fait référence, est une ère marquée par les déchets, les ordures, les polluants et la saleté. Nous vivons dans la saleté, et cette saleté des microplastiques aux insecticides est en nous, comme nous en faisons sans cesse la découverte. De l'excavation des fondations aux travaux préparatoires, en passant par l'accumulation de toiles d'araignée et poussière dans les fissures, recoins et fentes de l'architecture, pour finir par sa démolition progressive décrépitude, le sale est un liant, une substance collante qui permet à l'architecture de tenir et cause son effondrement. À travers les mots d'Hélène Frichaud, d'autres relations symbiotiques apparaissent. Et à une époque où la pollution s'étend, où des particules étrangères se répandent dans nos corps, nous ne pouvons agir et penser comme si une frontière étanche existait entre le propre et le souillé, entre le sain et le malsain. Au contraire, nous devons nous méfier de tout ce qui nous éloigne de cette confrontation avec le réel matériel. Hélène Frichaud déplore ce qu'elle nomme les dangers de la purification, rappelant que derrière tout acte de purification se dissimulent des structures de pouvoir et des injonctions de la société. De graves dangers menacent l'art de penser, de prêter attention, de faire compter quand on désinfecte trop. Bon, c'est un peu complexe, mais c'est que tout se lit dans son texte. La pensée glisse vite vers une considération matérielle qui reglisse vers une pensée. Enfin, donc, bref. Qu'en est-il de ces aires qu'en architecture nous traitons ? Et là, j'en arrive à mon sujet de thèse très rapidement pour conclure. Que nous traitons, que nous cherchons à contrôler, à purifier. Quelles relations symbiotiques sont ici à l'œuvre ?
Et je finis juste sur une photo extraite d'un de mes chantiers. Dans de nombreux bâtiments devenus étanches, nous respirons aujourd'hui grâce à des respirateurs artificiels. Dans les locaux techniques qui abritent ces respirateurs s'entremêlent dans un bourdonnement incessant les particules chimiques décomposant nos intérieurs, les pollens, les insectes, dont les corps s'agglutinent sur les filtres, mais aussi le dioxyde de carbone rejeté par les corps de celles et ceux qui s'aventurent dans ces locaux pour s'assurer qu'ailleurs, d'autres respirent un air qu'on appelle neuf, comme s'il sortait de l'usine, comme s'il était vierge de toute histoire, comme s'il était pur. Parler d'air neuf ne serait pas déjà un appauvrissement du langage, une impasse, une négation de la richesse symbiotique de cette complexe matière qu'est l'air. Quelle relation symbiotique désirable souhaitons-nous tisser avec la matérialité de nos mondes abîmés? Et Hélène Frichot, pour conclure, propose une voie de résistance à suivre collectivement en architecture. Elle nous dit « Ensemble, nous devons nous interroger. Comment décidons-nous que le temps est venu de résister créativement à la raréfaction de la saleté et à la place de vivre avec le trouble de ces écologies relationnelles et impures de la saleté ?» Vivre avec le trouble, bon, c'est aussi une phrase de Donna Haraway, mais en tout cas là, ça nous engage à nous méfier de la tentation du contrôle, de la tentation de l'effacement de cette saleté, terme derrière lequel nous dissimulons la matière de nos milieux, ces micro-vies qui nous précèdent et nous aident à respirer.